C'est le Club du Mondial, soyez les bienvenus comme chaque jour à 13h30. On parle des matchs qui se sont déroulés la nuit, Elliot, de ceux à venir et surtout on prend des nouvelles des Bleus évidemment. Bonjour Elliot, Samuel, Bonjour. Vous allez bien? Xavier Barré nous accompagne. Bonjour Xavier, bonne fête à tous les deux. C'est la fête des Merci pères beaucoup. aujourd'hui, vous allez en parler d'ailleurs longuement dans ce Club du Mondial. Allez, au programme de cette émission, le retour, le choc, on revient sur le choc entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. C'est vrai que les Ivoiriens peuvent avoir des regrets. Oui, les éléphants qui ont fait une magnifique prestation, mais qui ont connu une cruelle défaite face à la Mannschaft. C'était en toute fin de rencontre. Autre équipe africaine battue, la Tunisie, qui sort déjà. Pas de miracle pour Hervé Renard, nommé sélectionneur il y a quelques jours en pleine Coupe du Monde. Les Aigles de Carthage balayés par le Japon. Et puis l'actualité des Bleus, on est à la veille du match contre l'Irak. Les Bleus qui s'envolent tout à l'heure pour Philadelphie. Aura lieu cette rencontre avec évidemment l'objectif de valider leur qualification pour les 16e de finale dès ce lundi. Il y a un petit générique, voilà. Moi, je commence pas sans le générique. Bon, donc on se rend d'abord au Canada. C'est là que se déroulait cette rencontre entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui a tenu ses promesses et les Ivoiriens qui peuvent nourrir donc des regrets. Les Ivoiriens qui sont passés tout près de l'exploit. Les éléphants qui ont mené durant cette rencontre, qui ont été extrêmement entreprenants, qui ont ouvert la marque grâce à Franck Caissier, le capitaine. C'était en première période, et puis petit à petit l'Allemagne qui a réussi à reprendre le dessus, qui a pu compter sur ses remplaçants et notamment un remplaçant en particulier, Deniz Undav, le joueur de Stuttgart qui a d'abord égalisé, puis qui en toute fin de match à la 94e minute de jeu est venu offrir la victoire à la National Mannschaft et offrir la qualification également aux Allemands pour les 16e de finale. Match qui aurait clairement pu, Xavier, basculer d'un côté ou de l'autre, mais scénario cruel à la fin pour cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est un peu le miroir inversé de ce qu'ont vécu les Ivoiriens face aux Équatoriens. Ils avaient été raison. dominés, ils avaient eu 2 frappes sur la transversale et à l'arrivée, ils gagnent à la toute dernière minute un match qu'ils n'auraient pas dû gagner. Et cette fois-ci, ils ont été très bons. Le coach, d'ailleurs, Emers Faé, avait procédé à 5 changements par rapport aux 11 qui avaient débuté contre l'Équateur. Et à l'arrivée, eh bien, ils sont piégés par une équipe d'Allemagne extrêmement volontariste et avec une petite victoire tactique, je pense, de Julian Nagelsmann, le sélectionneur allemand. Avec des regrets côté ivoirien, surtout sur cette occasion, par exemple, en toute fin de match de Simon Adingra. Oui, ils n'ont pas su tuer le match, puisque clairement, ils avaient été meilleurs que les Allemands sur la première période. Ils menaient 1-0 logiquement. Et puis, ils ont cette balle de break et ils n'ont pas su la transformer. Derrière, les Allemands, cette nouvelle génération allemande, en tout cas, a retrouvé les vertus qui faisaient celles des précédentes équipes d'Allemagne, puisqu'il faut rappeler que l'Allemagne avait été éliminée au premier tour des 2 dernières Coupes du Monde, en 2018 et en 2022. Celle-là, elle est déjà qualifiée pour la suite. On va écouter l'analyse d'Emers Faé, le sélectionneur ivoirien qui revient sur cette rencontre. La victoire de l'Allemagne s'est jouée sur l'expérience. Je pense qu'ils ont eu un peu plus d'expérience que nous sur la manière de gérer les temps forts et les temps faibles. C'est vrai que nous, dans notre temps fort en deuxième mi-temps, on aurait pu mettre le deuxième but qui nous aurait mis un peu plus à l'abri. Alors que eux, de leur côté, quand ils ont eu cette opportunité-là, ils l'ont mise. L'expérience, ça a été la clé pour vous dans cette rencontre? Non, c'est pas tout à fait vrai ce que dit Emers Faé, parce qu'il n'y a que 7 sur 26 joueurs allemands sélectionnés qui étaient au dernier Euro. Seulement 7 sur 26, c'est-à-dire qu'il y a 19 nouveaux. Et par rapport à la dernière Coupe du Monde, il n'y en a que 9 qui étaient au Qatar en 2022. Donc c'est vraiment une nouvelle génération. Il y a encore Manuel Neuer dans les buts, qui est le dernier champion du monde 2014, encore en activité. Mais les autres joueurs, non, c'est des nouveaux, c'est des jeunes qui arrivent avec leur qualité, avec leur détermination. Ils ont un entraîneur aussi très jeune, puisque Julian Nagelsmann n'a que 38 ans. Il est plus jeune que le gardien Manuel Neuer. Et donc, avec sa détermination, sa façon de fonctionner, son coaching, parce que vous parliez fort justement de la rentrée de Deniz Undav, il y a aussi eu d'autres remplacements qui ont été fort bénéfiques pour cette équipe d'Allemagne. Deniz Undav qui a joué 11 sélections avec cette équipe d'Allemagne, qui en est déjà à 9 buts, statistiques
totalement incroyable pour ce joueur qui était plutôt méconnu encore sur le plan international et qui là est en train d'exploser durant cette Coupe du Monde. Totalement méconnu, une révélation tardive puisqu'il a déjà 29 ans. Oui. Denis Undav, l'attaquant de Stuttgart, qui était un club qui était descendu en deuxième division et qui est remonté depuis, qui a même été en Ligue des Champions. Et donc Denis Undav, il a su saisir sa chance comme d'autres avant lui. Quand on connaît un peu l'histoire de la sélection allemande, on se rappelle de Horst Hrubesch, qui avait été le meilleur joueur de l'Euro 80 alors qu'il venait de nulle part, qui venait de deuxième division. On se souvient plus récemment de Füllkrug, qui était l'avancement de l'équipe d'Allemagne. Pareil, un joueur sorti de nulle part. C'est aussi très allemand, mais ça révèle aussi quelque chose, c'est que l'Allemagne retrouve des buteurs. Ce qui leur a beaucoup manqué lors des derniers échecs, c'est que l'Allemagne n'avait plus de buteurs. L'équipe en Bundesliga, les meilleurs buteurs étaient tous étrangers. Là, Denis Undav est le meilleur buteur de la Bundesliga. Il arrive dans l'équipe d'Allemagne avec des statistiques affolantes. Bon, donc les Ivoiriens vont tenter de valider tout de même leur qualification. Ce sera lors du dernier match face à cette surprenante équipe du Curaçao. C'est incroyable, l'équipe même de Curaçao qui a donc réalisé un exploit au cœur de la nuit. C'était face à l'Équateur. On les avait quittés, cette équipe de Curaçao, avec cette lourde défaite 7-1 face à l'Allemagne. Ils ont réussi à se reprendre d'une manière assez incroyable. Alors, il n'y a pas eu de victoire, c'est vrai, mais un match nul, 0-0 pour cette petite île de 160 000 habitants qui a réussi à accrocher donc l'Équateur et qui peut remercier un homme, évidemment, le gardien de Curaçao. Il s'appelle Eloy Roum. 15 arrêts réalisés, c'est tout simplement un record, moment historique dans ce match de Coupe du Monde. Oui, il égale le record de l'Américain Tim Howard, qu'il avait établi, lui, avec des prolongations, c'est vrai. Jamais arrivé sans prolongation. Sans prolongation, Tim Howard, qui était frappé du syndrome Gilles de la Tourette, ce qui lui donnait, effectivement, paraît-il, des réflexes supérieurs aux autres pour réaliser ses performances. Et donc, Eloy Roum, lui, a réussi cette performance assez exceptionnelle. C'est vrai que les Équatoriens étaient particulièrement maladroits aussi. Ils l'avaient déjà prouvé contre la Côte d'Ivoire. Ils ont toujours touché plusieurs fois les montants lors du premier. Voilà, ils n'ont toujours pas marqué de but dans cette phase finale. Et cette formation de Curaçao est effectivement assez étonnante. Mais il faut rappeler une petite chose quand même, c'est que 25 de ces 26 joueurs sont nés aux Pays-Bas, que 17 sur les 26 ont joué dans les sélections de jeunes de Hollande, que 11 sur les 26 sont internationaux espoirs néerlandais et que même 2 ont joué en équipe première des Pays-Bas. Donc, ils sortent pas complètement de nulle part. Une formation solide quand même. Voilà. Parce qu'on le rappelle, c'est un État qui est rattaché au royaume des Pays-Bas, un pays autonome, mais qui est rattaché au royaume des Pays-Bas. On va voir peut-être cette image, parce qu'il y avait des spectateurs de choix. Le couple royal, le roi des Pays-Bas, qui est venu assister à la rencontre de Curaçao, aux côtés de la reine, évidemment. Et regardez, dans les vestiaires, il a laissé exploser sa joie après ce match nul, regardez. En fait, c'est un peu comme si la Martinique ou la Guadeloupe participaient à la Coupe du Monde. Exactement. C'est un peu la même situation. Alors, on est super content pour eux, mais il ne faut pas non plus oublier que tous ces joueurs, en fait, sortent des meilleurs clubs néerlandais, du PSV Eindhoven, de l'Ajax Amsterdam, du Feyenoord de Rotterdam. Le gardien, Eloy Roum, auquel vous faisiez allusion, a été, lui, formé au Vitesse Arnhem. Il est ensuite passé par le PSV Eindhoven. Donc, ce sont tous... En fait, c'est une équipe de Hollande B. Voilà. Donc, du coup, leur performance est remarquable, mais elle s'explique un petit peu. Mais mine de rien, on a beaucoup critiqué, en tout cas, on a entendu les critiques sur cet élargissement à 48 équipes et d'avoir des petites sélections, en quelque sorte, comme Curaçao, comme le Cap-Vert, comme Haïti. Finalement, on voit qu'elles répondent présent dans ce mondial. Après, ça dépend de la politique qui est menée par la fédération en question. Si la fédération fait de la formation locale, c'est très bien. Mais si la fédération se contente de récupérer des gamins nés dans le pays européen et leur met un maillot de cette couleur, le bénéfice pour la jeunesse du territoire en question, il est plus discutable. Le couple royal avec une belle journée, j'arrive. Oui, mais parce qu'il y avait ce match des Pays-Bas quand même qui a été assez sensationnel. Oui, parce qu'ils ont fait 2 matchs en une journée. Ils sont pas venus simplement voir le match de Curaçao. Ils ont vu juste avant le match des Pays-Bas. Ça se passait au Texas, à Houston. Ils ont voyagé et ils n'ont pas fait le voyage pour rien. Donc le roi et la reine des Pays-Bas. Alors qu'on voit ici le classement du groupe E, mais on va plutôt voir les images de cette victoire des Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont impressionné. C'était face à la Suède en fin d'après-midi ici à Paris. Victoire 5-1. 5-1 pour les Néerlandais. Impressionnant avec 2 doublés. Un de Brian Brobbey, l'autre de Cody Gakpo. Donc,
On se posait des questions sur cette attaque néerlandaise qui était un peu en deçà, surtout avant le début de la compétition, et finalement qui a impressionné hier avec ses 5 buts. Ça fait même déjà 7 buts sur le début de cette compétition. Oui, mais cette équipe néerlandaise, elle avait pêché un peu contre le Japon par manque de puissance devant. Et notamment, il n'y avait pas un vrai avant-centre. Et là, Ronald Koeman, il a mis Brian Brobbey qui a été formé à l'Ajax, qui est maintenant en Angleterre, à Sunderland. Et il a donné tout de suite raison à son sélectionneur, puisqu'en 10 minutes ou 15 minutes, il avait déjà marqué 2 buts. Donc on a une équipe des Pays-Bas qui a retrouvé ses vertus offensives, ses qualités offensives. Et puis c'est pas tout à fait un hasard, parce qu'il y a Ronald Koeman qui est l'entraîneur, qui est bien connu, mais il y a surtout son adjoint, Ruud van Nistelrooy, qui est l'un des plus grands buteurs de l'histoire des Pays-Bas. Ruud van Nistelrooy, 35 buts en 70 sélections, c'est-à-dire qu'il marquait un match sur 2 pour les Néerlandais. Il a joué à Manchester United. Il a été entraîneur d'ailleurs de Manchester United par intérim, et c'est c'est même pas l'adjoint numéro 1 d'ailleurs, c'est l'adjoint numéro 2 de Ronald Koeman. Et tous les attaquants de cette équipe des Pays-Bas disent, avec Ruud van Nistelrooy comme coach adjoint, on apprend de façon extraordinaire, on gagne en efficacité parce qu'il nous donne plein d'astuces pour être plus efficace. Donc cette équipe des Pays-Bas, qui est numéro 8 au classement mondial, faut pas l'écarter pour la victoire finale. Elle peut aller loin pour vous, cette équipe. Rappelons qu'au dernier Euro, ils étaient en demi-finale. La dernière Coupe du Monde, ils étaient en quart de finale. Donc c'est quand même, ça reste un client sérieux. Et ces Néerlandais, ils sont aussi à chaque fois encouragés par des milliers, des dizaines de milliers même de supporters qui très souvent font le déplacement. Regardez sur ces images, cette foule orange, c'était dans les rues de Houston juste avant cette rencontre. Les supporters néerlandais ont fait le show comme ils savent le faire. Le stade qui était totalement orange hier à Houston, et ça va se poursuivre évidemment pour la suite de cette compétition. Des images qu'on aime bien sûr. On en vient à l'autre match de ce groupe et cette rencontre cauchemardesque encore une fois pour la Tunisie. Ouais, c'est le mot cauchemardesque. On le rappelle, la Tunisie qui a changé de sélectionneur il y a quelques jours seulement, en pleine Coupe du Monde, après la défaite 5-1 face à la Suède. Sabri Lamouchi qui a été limogé. Hervé Renard est arrivé. Il n'a pas fait mieux, Hervé Renard. Après le 5-1, c'était un 4-0 dans la matinée face au Japon, et déjà une élimination pour les Aigles de Carthage qui, dès le début de cette rencontre, ont été dépassés. Les Japonais ont ouvert la marque dès la 4e minute de jeu et ils n'ont jamais réussi à mettre en place leur jeu. Cette équipe tunisienne, c'est loin de suffire finalement de changer tout simplement un sélectionneur. Il en faut beaucoup plus. Il en faut beaucoup plus. Il a changé 3 joueurs par rapport aux 11 de départ qu'avait aligné Sabri Lamouchi lors de la défaite contre la Suède 5-1. Notamment le gardien. Il a mis l'expérimenté Aymen Damen à la place de Abdel Chamak, qui avait été très décevant. Et à l'arrivée, il y a le même écart, 0-4. Donc c'est terrible parce que cette équipe de Tunisie avait déjà perdu en match de préparation contre la Belgique 5-0. Donc là, ils ont pris 14 buts en 3 matchs. Défense totalement dépassée. Absolument. Donc il y a pour les Tunisiens un gros travail de fond à réaliser. Le problème, c'est que l'économie du football tunisien est terriblement affaiblie. Les clubs aujourd'hui sur la scène continentale, sur la scène africaine, ne pèsent presque plus, alors qu'avant ils étaient régulièrement au palmarès des grandes compétitions africaines, et l'équipe nationale en pâtit inévitablement. Hervé Renard qui est revenu sur cette rencontre à l'issue de ce match et qui était bien obligé de constater que son équipe était extrêmement loin du compte. Écoutez. Il y a eu beaucoup trop de manque défensivement dans l'agressivité défensive pour pouvoir espérer quoi que ce soit. On pourra seulement retenir 20 minutes, les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps sans s'être créé d'occasion, mais en ayant montré un petit peu plus d'agressivité et de rigueur dans le jeu, mais c'est bien sûr pas suffisant dans une partie de football. Il aura un dernier match tout de même, Hervé Renard, pour tenter de briller. Ce sera face aux Pays-Bas. Pour vous, il doit ensuite rester à la tête de cette sélection tunisienne. C'était vraiment une mission pour 2 matchs. C'est surtout les conditions dans lesquelles il peut travailler. Si c'est pour travailler comme a essayé de le faire Sabri Lamouchi, il vaut mieux pas qu'il reste. Si c'est parce qu'il y a un vrai renouveau à la fédération tunisienne, oui, ça vaut le coup. On en vient, il faut qu'on en parle. C'est une spéciale fête des pères, je l'évoquais tout à l'heure. On va parler de cette polémique autour d'un joueur belge qui pourrait quitter la sélection pour assister à l'accouchement de sa femme et donc l'arrivée de son premier enfant. Oui, c'était pas la polémique qu'on avait vu venir. Il s'agit de Jérémy Doku, le joueur de Manchester City,
il n'a pas caché qu'il souhaitait quitter pendant quelques jours la sélection, qu'il allait revenir si les Belges continuent l'aventure pour se rendre en Europe, pour être présent donc pour la naissance de son premier enfant. Sauf que énormément de supporters belges n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse quitter comme ça les Diables Rouges, même si c'est pour un événement aussi important. Débat qui fait grandement réagir, alors que c'est loin d'être le premier à qui c'est arrivé. Oui, je crois que c'est arrivé à Zinedine Zidane en 2002 d'ailleurs. C'était avant la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, mais bon, donc c'est normal, les footballeurs sont aussi des pères ou des futurs pères. Moi, je comprends tout à fait son souhait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi dans d'autres métiers des parents qui ne voient pas la naissance de leurs enfants, notamment ceux qui sont dans des missions spécifiques, les militaires par exemple ou d'autres. Donc, je pense que c'est le ressenti de chacun. Il a envie d'être à la naissance de son premier enfant. C'est tout à fait compréhensible, surtout en ce jour de fête des pères. Il y a un joueur à qui c'est arrivé, qui est devenu papa il y a quelques jours seulement et qui est à la Coupe du Monde. Et il est de côté de la Norvège. Il s'appelle Léo Ostigard. Vous le voyez ici à l'image. Alors lui, il a fait le choix de ne pas se rendre auprès de sa femme. C'est son choix. Mais il a quand même assisté de loin à l'accouchement. C'était en visio. Et il raconte, écoutez. Je suis complètement épuisé. Ça a été fantastique. Elle a réalisé un travail formidable. Je ne pouvais pas dire grand-chose, juste l'encourager. Quand j'ai vu notre fils pour la première fois, j'étais sans voix. C'est tout simplement fou. Alors, il peut être épuisé, mais pensons à son épouse, qui a fait le boulot parce qu'il était en plus à distance. Voilà, il a profité du bon moment. Mais effectivement, c'est vrai que c'est frustrant. On voit arriver son enfant et on voudrait le saisir dans les bras. Et c'est impossible, mais vous l'avez bien rappelé, il y a des contraintes, effectivement, parfois. Alors, parce que c'est la fête des pères, Xavier, justement, vous avez voulu nous parler de ces joueurs qui jouent ce mondial et qui ont pu voir leur père participer aussi à des mondiaux. Alors, ils n'ont pas toujours vu leur père, mais ce qui est sûr, c'est que leur père voit leur fils, en revanche. Ouais. Et donc, il y en a père et fils qui ont participé à la Coupe du Monde. En tête du palmarès, c'est Cesare et Paolo Maldini, la dynastie Maldini, avec 25 matchs. Sur leur talon, il y a les Thuram, Lilian et Marcus. Oui, Kefren n'est pas sélectionné. Et puis, ensuite, il y a Perico et Xabi Alonso, qui ont joué pour l'Espagne un total de 18 matchs. Et surtout, ce qui est flagrant dans cette Coupe du Monde, c'est qu'il y en a énormément de nouveaux qui arrivent. Alors, on en a listé un certain nombre. Ceux qui ont tous les records, c'est la Norvège, parce que vous avez Erling Haaland, son papa Alfie Haaland a joué la Coupe du Monde avec la Norvège en 1994 aux États-Unis déjà. Alexander Sørloth, l'autre attaquant, son papa Goram Sørloth a également joué cette Coupe du Monde avec la Norvège. Et Christian Thorstvedt, le milieu de terrain, son papa Erik Thorstvedt était gardien de but de l'équipe de Norvège. Donc il y a 3 joueurs dans l'équipe de Norvège dont les papas ont joué la Coupe du Monde 1994 déjà aux États-Unis. Et puis il y a aussi des Argentins. Giuliano Simeone, son père Diego Simeone est très connu, c'est El Cholo, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. On peut citer également Anthony Elanga, le Suédois qui a marqué hier. Son papa Joseph Elanga a joué lui pour le Cameroun. Et puis sur cette liste, il y a bien sûr un Zidane, oui, enfin il y a 2 Zidane, il y a le papa Zizou que tout le monde connaît et puis son fils Lucas qui est maintenant gardien de but de l'équipe d'Algérie. Ouais, c'est assez impressionnant, mais effectivement, voilà, on voit que parfois les grossesses se déroulent après. Au total, dans l'histoire de la Coupe du Monde, vous avez 51 pères et fils qui ont été sélectionnés et jusqu'à présent, 32 ont joué à la Coupe du Monde, et il peut y en avoir encore qui vont jouer lors de cette Coupe du Monde, notamment par exemple le Sénégalais Pape Sarr, son fils Mamadou Sarr est dans la sélection des Lions de la Teranga et qui va peut-être jouer pour la suite de la compétition. Les belles histoires du mondial. Bonne fête à tous en tous les cas. On en vient à l'actualité des Bleus. On est à la veille donc de ce deuxième match face à l'Irak. Les Français vont quitter leur camp de base de Boston tout à l'heure. Et ouais, direction Philadelphie pour ce deuxième match samedi. Il y a eu un entraînement tout de même sur leur camp de base près de Boston, entraînement complet avec, regardez, certains qui s'amusent tout de même. Michael Olise, qui était aux côtés ensuite de Ryan Cherky, qui est monté sur la petite camionnette. Voilà, eux ils se rendent à l'entraînement en camionnette. On voit que le groupe vit bien, comme on dit, que l'ambiance est plutôt bonne au sein de cette équipe avant ce nouveau match face à l'Irak. On fait le point avec notre envoyé spécial au plus près de cette équipe de France à Boston, Cédric Ferreira.
Un dernier entraînement dans la quiétude du campus de l'université de Bentley pour l'équipe de France avant de s'envoler pour Philadelphie. Les Bleus qui ont choisi ce lieu justement pour sa quiétude, ça plaît beaucoup aux joueurs et au staff de l'équipe de France. Nous avons assisté au dernier entraînement, encore une fois dans la bonne humeur. Je cite, le groupe vit bien. William Saliba et Lucas Digne ont répété ce discours et c'est un discours qui est répété d'ailleurs depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est un des éléments clés d'ailleurs, l'entente entre les joueurs pour aller jusqu'à un succès dans une Coupe du Monde où les joueurs passent quasiment un mois ensemble, 24 heures sur 24. On sait que dans d'autres sélections, même au sein de l'équipe de France par le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Donc pour le moment, tout va bien. Les Bleus ont remporté leur premier match contre le Sénégal 3-1. Désormais se présente l'Irak, un adversaire beaucoup plus faible sur le papier. L'Irak qui a perdu son premier match contre la Norvège 4-1. Les Lions de la Mésopotamie, c'est leur surnom, jouent leur avenir contre l'équipe de France. C'est ce qui inspire un peu la méfiance du côté de Lucas Digne, le défenseur des Bleus, qui rappelle que malgré la différence sur le papier, il faut rester humble avant d'affronter l'Irak. Ça va être un match très intense. Ils vont jouer pour rester dans la compétition. Donc ce sera un match, je pense, très physique. Et on sait dans quel système ils jouent avec leur 4-4-2 et leurs deux attaquants. Donc je pense que ce sera un match assez direct et il faudra être prêt pour ça. Même si l'adversaire est beaucoup plus faible sur le papier, Didier Deschamps devrait aligner son équipe type encore une fois afin d'obtenir la victoire pour être officiellement qualifié en 16e de finale. Ensuite, ça permettra aux sélectionneurs, si tout va bien, lors du 3e et dernier match de la phase de groupe contre la Norvège, de laisser quelques joueurs au repos. On devrait donc voir encore une fois la défense centrale avec William Saliba et Dayot Upamecano. Michael Olise, excellent contre le Sénégal au poste du numéro 10 en deuxième période, devrait être aligné cette fois-ci à ce poste. Et puis sur le côté gauche de l'attaque, peut-être que Bradley Barcola, auteur d'une très bonne entrée contre les Sénégalais, devrait démarrer à la place de titulaire, à la place de Désiré Doué. Voilà, on s'attend au 11 avec quand même quelques changements et notamment, on l'a vu à l'image, Lucas Digne, on l'a entendu, qui devrait être titulaire et qui a vraiment lui, une place à gagner dans ce 11 pour cette rencontre. Oui, en même temps, Didier Deschamps l'aime beaucoup, même s'il ne l'avait pas emmené à la Coupe du Monde 2018. C'est le seul survivant de la liste de Deschamps à la Coupe du Monde 2014. Oui. C'est le seul qui est encore là, présent 12 ans plus tard. Donc, 14 ans plus tard. Enfin, 12 ans par rapport à la Coupe du Monde. Donc, du coup, il y a effectivement une alternance qui s'est instituée ces derniers temps entre Théo Hernandez et Lucas Digne au poste de latéral gauche. Donc le fait que ce soit lui qui soit aligné pour ce deuxième match est assez logique en fait. On l'entend, ces Français qui ne veulent surtout pas d'excès de confiance avant d'affronter cette équipe d'Irak. Ils l'ont vu, il y a eu des surprises, ça peut évidemment arriver. Oui. Ils connaissent tout de même la manière d'aborder ces rencontres, ils ont l'expérience avec eux. Absolument, c'est le discours normal d'un entraîneur de mettre en garde contre l'excès de confiance. Maintenant, cette équipe d'Irak, c'est vrai qu'ils ont bien tenu contre la Norvège, mais ils ont fini par perdre 4-1. Et puis, il faut rappeler que le match nul contre l'Espagne, c'était contre une équipe d'Espagne où il y avait des joueurs qui n'étaient même pas sélectionnés. C'était un peu beaucoup d'espoir. Donc, il n'y a pas de raison de s'alarmer, mais il faut rester sérieux. Match qui pourrait tout de même être interrompu en plein milieu de la rencontre à cause des orages. C'est scruté de très près parce qu'il y a un protocole très strict aux États-Unis mis en place pour cette Coupe du Monde. Et s'il y a des orages dans un rayon de 13 km, eh bien le match tout simplement est arrêté pour au moins 30 minutes. Et si ça continue, on recompte 30 minutes. Et c'était déjà arrivé l'an dernier pour la Coupe du Monde des clubs. Donc la météo qui va être scrutée de près parce que jusque-là, aucun match n'a été interrompu, mais ça pourrait arriver pour cette rencontre France-Irak à suivre de près. Il faut tenir physiquement, avoir des arrêts comme ça de 30 minutes. Il y a des matchs l'année dernière qui ont duré plus de 4 heures. Remarquez, maintenant, ils mettent de la publicité quand il y a des arrêts. Oui, je n'en doute pas, mais je pensais aux joueurs. On en vient au programme du jour avec le retour attendu de l'Espagne. L'Espagne qui reste sur cet invraisemblable match nul en début de semaine face au Cap-Vert. Les Espagnols qui affrontent à 18h heure de Paris l'Arabie Saoudite avant de retrouver la Belgique qui affrontera l'Iran. L'Iran qui fait son retour sur le sol américain à Los Angeles. Et puis le Cap-Vert, lui aussi, va tenter un nouvel exploit. Ce sera face à l'Uruguay avant de retrouver de nouveau l'Égypte de Mohamed Salah. Ce sera en pleine nuit face à la Nouvelle-Zélande. Un mot sur cette équipe d'Espagne qui compte bien sûr désormais sur Lamine Yamal qui pourrait être titularisé, lui qui a été blessé à la cuisse ces dernières semaines. Oui, il est rentré en fin de match, tout comme Nico Williams d'ailleurs, mais ils n'ont pas pu faire la différence. Et c'est vrai que cette équipe d'Espagne s'est présentée dans une composition assez étonnante. Il n'y avait que 2 attaquants alors qu'ils jouent l'attaque, Oyarzabal et Ferran Torres. C'était assez
assez étonnant de les voir continuer à monopoliser le ballon, mais sans véritable solution offensive. Et ils ont buté sur ce gardien du Cap-Vert, Vozinha, qui a été extraordinaire. Donc l'Espagne peut compter maintenant sur le retour d'un certain nombre de joueurs, notamment Nico Williams aussi. Nico Williams aussi, bien sûr. Et donc, il faut souhaiter pour le spectacle que cette équipe d'Espagne retrouve un peu d'efficacité. C'était difficile de s'appuyer tout de même sur cette première rencontre pour vous face au Cap-Vert. Sur Lamine Yamal ? Sur ce qu'a produit l'Espagne. Non, mais ils ont leur principe de jeu, on les connaît. La seule chose, c'est que quand vous avez que 2 attaquants pour marquer des buts, c'est bizarre. Donc là, avec le retour de Lamine Yamal, Nico Williams aussi, il est rentré. Et puis peut-être un dispositif tactique un peu différent. On peut s'attendre à ce que l'Espagne retrouve son rang. Rendez-vous 18h hors de Paris pour le retour des Espagnols. C'est déjà la fin du Club du Mondial auquel on associe notre confrère Christophe Glaise, journaliste sportif arrêté en Algérie il y a plus de 2 ans, condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme alors qu'il effectuait un reportage. On pense bien évidemment à lui et on espère une grâce présidentielle afin de le retrouver très rapidement sur les terrains. Elliot, Xavier, merci beaucoup ce mondial. Ça continue demain, 13h30.